Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire assez dramatique, celle d'une classe d'antibiotiques, les phénicolées. C'est vraiment l'histoire d'un remède qui était à la fois un miracle et un poison. Et ça, c'est vraiment la question qui est au cœur de tout. Comment est-ce qu'une seule et même molécule peut être capable de sauver des vies et en même temps d'en menacer d'autres? C'est un paradoxe incroyable, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pour bien saisir tout l'enjeu, il faut qu'on fasse un petit bond en arrière. Imaginez un peu le contexte. On est dans les années 50. Le monde sort de la guerre, et il y a un besoin criant de trouver de nouvelles armes contre les infections. Et c'est pile à ce moment-là que les phénicolées, ils débarquent. Le plus connu d'entre eux, c'est le chloramphénicol. Et là, c'est un peu la révolution. Pourquoi? Parce qu'ils sont découverts à cette époque, ils sont super faciles à fabriquer en grande quantité et surtout, ils sont d'une puissance redoutable. En fait, ce qui les rendait si spéciaux, c'était leur spectre d'action. C'était incroyablement large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils attaquaient tout un tas de bactéries différentes. Grammes positifs, grammes négatifs, même les anaérobies, quasi rien ne leur échappait. Forcément, à l'époque, on les voyait comme la solution miracle, le remède quasi universel. D'accord, mais alors, comment est-ce qu'ils faisaient pour être aussi efficaces? Quel était leur secret? Eh bien, en gros, c'est une sorte de sabotage, un sabotage très ciblé qui se passe directement à l'intérieur de la bactérie. Alors, avant de plonger dans le mécanisme, il y a un mot important à comprendre, bactériostatique. Ça veut dire que les phénicolées ne tuent pas directement les bactéries, non. Leur stratégie est beaucoup plus subtile. En fait, ils les empêchent juste de se reproduire. Ils les neutralisent et ensuite, ils laissent notre propre système immunitaire venir finir le travail. Ok, alors comment ça se passe en détail? C'est assez fascinant. Il faut imaginer la bactérie comme une petite usine qui tourne à plein régime. Première étape, le phénicolé réussit à rentrer à l'intérieur de cette usine. Deuxième étape, une fois dedans, il ne va pas n'importe où. Il va cibler une machine bien spécifique. L'usine à protéines de la bactérie, ce qu'on appelle le ribosome 50S. Troisième étape, et c'est là que tout se joue, il bloque cette machine, il la met complètement à l'arrêt. Et donc plus aucune protéine ne peut être fabriquée. Et sans protéines, la bactérie ne peut plus grandir, elle ne peut plus se réparer et surtout elle ne peut plus se multiplier. Elle est complètement paralysée. Mais il y a un mais, et c'est là que le bas blesse, vraiment. Le gros problème, c'est que ce mécanisme de sabotage, il n'est pas à 100% sélectif. Pourquoi? Parce que dans nos propres cellules, on a ce qu'on appelle des mitochondries, nos petites centrales énergétiques. Et il se trouve que ces mitochondries ont des ribosomes qui ressemblent beaucoup à ceux des bactéries. Du coup, les phénicolètes peuvent se tromper de cible et attaquer aussi nos propres cellules. Et c'est là que le remède miracle commence à montrer son visage beaucoup plus sombre. On en arrive donc au coup caché de ce remède. Et c'est sans doute la partie la plus dure de cette histoire, la découverte de ses effets secondaires qui peuvent être absolument dévastateurs. Pour bien comprendre le dilemme, il faut se rappeler à quel point ces médicaments étaient précieux. On parle ici de sauver des gens atteints d'infections qui étaient de véritables sentences de mort à l'époque. La fièvre typhoïde, certaines méningites foudroyantes, des infections anaérobies graves, des cas où tous les autres antibiotiques ne marchaient pas. Il faut être clair, ces molécules ont sauvé un nombre incalculable de vies. Mais voilà, en face de ces succès, il y avait le prix à payer. Un prix qui pouvait être terrible. Deux risques majeurs, deux épées de Damoclès ont fini par apparaître. D'un côté, l'aplasie médulaire, la destruction, rare mais souvent irréversible, de notre moelle osseuse, en gros, l'usine qui fabrique nos cellules sanguines. Et de l'autre, quelque chose de terrible, le syndrome gris, qui touchait spécifiquement les nourrissons. Ce syndrome gris, c'était vraiment une tragédie. Il faut imaginer, on donnait le médicament à des nouveau-nés, mais leur foie était encore trop immature pour l'éliminer correctement. Le médicament s'accumulait dans leur petit corps et devenait toxique. Les symptômes étaient terribles. Leur peau devenait littéralement cendrée, d'où le nom syndrome gris. Ils devenaient tout faibles et ça se terminait par un collapsus circulatoire et bien souvent par la mort. Alors face à ce dilemme, un remède qui sauve mais qui peut aussi tuer, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on jette tout? Eh bien non. La communauté médicale n'a pas abandonné cette arme, mais elle a dit apprendre à la manipuler avec une prudence extrême. C'est devenu un outil réservé aux urgences, où la gestion du risque est absolument centrale. Aujourd'hui, les choses sont claires. Les phénicolées ne sont plus du tout des antibiotiques de première ligne. On ne les prescrit pas pour une angine, c'est évident. Non, ils sont gardés en réserve. C'est l'option qu'on sort uniquement pour les infections très graves, quand tous les autres antibiotiques, plus sûrs, ont échoué ou ne peuvent pas être utilisés. C'est vraiment l'arme du dernier recours. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la recherche a continué. La famille des phénicolées s'est un peu agrandie. Si on compare par exemple le chloramphénicol, l'original, avec le thiamphénicol, on voit des différences importantes. Le thiamphénicol, lui, n'est pas traité par le foie, ce qui est un gros avantage si le patient a déjà des soucis hépatiques. Sa durée d'action est aussi un peu plus longue. Ça peut sembler être des détails techniques, mais pour un médecin, ces nuances sont cruciaux. Ça lui permet de choisir l'outil le plus adapté et le moins risqué.
Et du coup, cette gestion du risque, aujourd'hui, elle est encadrée par des règles ultra strictes. Il y a d'un côté les contre-indications absolues, là où on ne doit jamais les utiliser. Chez les bébés de moins de 6 mois, pendant la grossesse, l'allaitement, c'est non, point. Et puis il y a les précautions, quand on les utilise, c'est avec une surveillance maximale. Par exemple, les prises de sang toutes les semaines pour vérifier que tout va bien, pour pouvoir réagir à la seconde si le moindre signe de toxicité apparaît. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? Quel est l'héritage des phénicolés, ces médicaments à la fois si puissants et si dangereux? Ce chiffre, il peut vraiment surprendre. Regardez. 2017, c'est hier. En 2017, l'Organisation mondiale de la santé considérait toujours le chloramphénicol comme un médicament essentiel. Alors on peut se demander, mais pourquoi? Avec tous les risques qu'on connaît? Eh bien la réponse est simple et terrible à la fois. C'est parce que dans plein d'endroits dans le monde, face à des infections ultra résistantes, ou quand il n'y a tout simplement pas d'autre option, ce médicament reste le seul rempart entre le patient et la mort. Cette phrase, elle résume parfaitement la situation aujourd'hui. L'utilisation de ces antibiotiques, c'est une décision lourde. C'est toujours une question de balance, bénéfice-risque. On ne les sort de l'arsenal que lorsque le danger de l'infection est largement supérieur au danger potentiel du remède. C'est aussi simple et aussi complexe que ça. Et finalement, toute cette histoire nous laisse avec une question fondamentale qui va bien au-delà de ces seuls médicaments. En médecine, face à la maladie, comment est-ce qu'on décide ? Où est-ce qu'on trace la ligne entre un risque qui vaut la peine d'être pris et un danger qui est tout simplement inacceptable? C'est une question qui, au fond, est au cœur de chaque décision médicale chaque jour.